urbaine, il en court dans le monde entier. Des histoires ahurissantes qui se propagent à la vitesse de l'éclair et qui évoluent jusqu'à ce qu'on ne distingue plus le mythe de la réalité. Dans cet épisode intitulé « Pièces manquantes », nous vous présentons 3 histoires déroutantes dont les pièces se mettent en place à la dernière minute. Tout d'abord, une barmaid britannique doit prendre une décision vitale après qu'un inconnu l'ait récompensé de sa gentillesse par un avertissement terrifiant. Puis, 2 jeunes gens vivent un amour passionné, mais un horrible secret va bouleverser leur existence. Et enfin, un meurtre étrange secoue une petite ville, mais plus étrange encore est l'identité de celui qu'on accuse du crime. Après avoir vu ces 3 histoires, vous déciderez lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Vous saurez à la fin de l'épisode si vous avez deviné juste. Commençons par un sujet que nous avons appelé la bonne action. Carol Richardson est une Britannique bon teint. Dans sa jeunesse, elle était serveuse dans un pub londonien. Je recevais plein de pourboires et je m'entendais très bien avec mes collègues. Comment aurait-elle pu savoir que ce boulot allait changer sa vie à jamais? Ça a été le branle-bas de combat, la folie totale. Le 23 septembre 1987, Carol se hâte vers son travail. Un homme attendait pour traverser. Au moment où il allait le faire, il a trébuché sur le bord du trottoir et il est tombé sur la chaussée. Je me suis dirigée vers lui et j'ai alors remarqué une voiture qui arrivait en sens inverse et dont le conducteur ne semblait pas l'avoir vue. Sans hésiter, Carol se porte à son secours. Je l'ai ramené sur le trottoir, mais il ne pouvait pas marcher. Je lui ai dit que j'allais appeler une ambulance, mais il a refusé de manière très insistante. Après s'être assuré que l'homme va bien, Carol s'apprête à poursuivre sa route. J'étais sur le point de partir quand il m'a dit de ne pas aller au pub ce soir-là. Comment cet inconnu sait-il où elle travaille? Elle tente d'obtenir des réponses, mais il ne fait que répéter son avertissement. Il m'a dit « Si vous tenez à la vie, n'allez pas travailler ce soir. Dites que vous êtes malade. » Je me suis éloignée en me disant qu'il était fou. Carol se fait sonner les cloches pour son retard et se met à l'ouvrage. Mais elle ne cesse de penser à cette étrange rencontre. Ça me trottait dans la tête. Puis elle se souvient. Elle a déjà vu cet homme. Il avait passé la soirée au pub à plusieurs reprises. Pourquoi lui a-t-il dit de ne pas y aller? Alors je me suis dit que j'allais en parler au patron. Il m'a regardé comme si j'étais débile et m'a dit de retourner au boulot. Mais Carol ne peut oublier l'inconnu. Elle imagine toutes sortes d'explications pour ce curieux avertissement. Il allait peut-être y avoir un règlement de compte entre gangs. Il était peut-être venu repérer les lieux. Les paroles d'un déséquilibré ont-elles fait naître en elle une angoisse irrationnelle? L'homme a-t-il organisé une bagarre, un cambriolage, ou même pire? Carol retourne voir son patron qui se met en colère. L'ultimatum est clair. Soit elle retourne au travail, soit elle part. Je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Je me sentais vraiment mal. Qu'a voulu dire cet homme? À l'approche de la nuit, elle décide de ne pas s'attarder plus longtemps. Je suis allée au commissariat pour leur raconter. Ils m'ont regardé comme si je leur faisais perdre leur temps. Mais comme ils devaient faire comme s'ils s'intéressaient à ce que je leur disais, ils m'ont demandé d'examiner des photos de délinquants. Tout en feuilletant les albums, elle se demande si elle a pris la bonne décision. L'homme qu'elle a sauvé n'était peut-être qu'un ivrogne. Il est peut-être au pub en ce moment même. Je ne m'attendais pas à le reconnaître. Peut-être que les flics voulaient juste se débarrasser de moi. Mais à la page suivante, ses doutes s'évanouissent. Il n'y avait aucun doute, c'était lui. Impossible de ne pas le reconnaître.
Quand je l'ai désigné, ça a été le branle-bas de combat. Les téléphones sonnaient, tout le monde s'agitait. Ils ont ramassé leur équipement et se sont rués dehors. Elle apprend une terrible vérité. L'homme qu'elle a sauvé est un terroriste de l'IRA. La police fonce vers le pub. Les voitures ont quitté le poste en faisant hurler les sirènes. C'était la folie totale. Malheureusement, il est trop tard. L'attentat à la bombe fait 7 morts et une douzaine de blessés. Je m'en suis voulu après. Si je n'avais pas sauvé ce type, il n'aurait pas été là pour faire exploser le pub. Un terroriste protège la vie d'une femme après que celle-ci l'a sauvée d'une mort presque certaine. Est-ce vraiment arrivé? Vous le saurez à la fin de l'épisode. En attendant, exercez-vous avec cette petite devinette. Mini-légende numéro 837, le caméléon. À San Antonio, au Texas, un garçon de 13 ans est porté disparu depuis 3 ans. Ses parents ont presque perdu espoir lorsqu'un coup de fil surprise leur apprend que l'ado a été retrouvé à l'étranger. De retour chez lui, le garçon vit avec la famille depuis 3 mois quand celle-ci s'aperçoit qu'une erreur terrible a été commise. Ce n'est pas leur fils, mais un imposteur récidiviste, un Français âgé de 23 ans. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. L'imposteur Frédéric Bourdin tentera de refaire le coup à 3 reprises. Légendes urbaines vous propose 3 histoires incroyables. À vous de juger si elles sont réellement arrivées ou si ce ne sont que des mythes. Vous avez vu celle du terroriste qui prévient du danger la femme qui lui a sauvé la vie. Avez-vous tranché? Vous saurez tout à la fin de l'épisode. Passons maintenant à notre deuxième sujet intitulé « L'amour aveugle ». Moira et James O'Reilly ressemblent à tous les couples d'amoureux. Jamais je n'avais ressenti ça pour personne. Mais lorsque les gens apprennent leur histoire, leur réaction est plus que négative. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas le croire. C'est l'une des histoires d'amour les plus bizarres du monde. Et son issue va changer à jamais la vie de ce couple. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. La relation de James et Moira a commencé de manière banale. En 2003, James monte de sa province pour une visite à Dublin. Un de mes copains discutait avec des amis de Moira et j'ai engagé la conversation avec elle. On a bu quelques verres, le courant passait très bien. On a échangé nos numéros et ça a démarré comme ça. Bientôt, les deux amoureux sont fous l'un de l'autre. Ils ont l'impression qu'ils se sont toujours connus. C'était bizarre. Je n'avais jamais éprouvé ce sentiment. Mais l'idylle va bientôt prendre une curieuse tournure. Quelques mois plus tard, Moira présente James à sa famille. Tout semble bien se passer, mais la rencontre rouvre une ancienne blessure. Je n'avais pas de père et j'étais troublé que Moira s'entende si bien avec le sien. Son père l'a abandonné quand il était petit et James a rompu avec sa mère. Chaque fois que j'abordais le sujet, il déviait la conversation, donc je ne savais rien. Heureusement, une bonne surprise lui fait oublier ses soucis. J'attendais mon premier bébé et j'étais aux anges. C'était le bonheur. Ce nouveau-né va sûrement pousser la mère de James à se manifester. Je pensais qu'elle montrerait un peu d'intérêt, mais non. Moira tente de réunir les deux familles à l'occasion du réveillon de Noël. Mais la mère de James ne vient pas.
J'étais perplexe. On avait un enfant et je ne l'avais toujours pas rencontré. James sait que la situation perturbe Moira. Il décide de régler ses problèmes avec sa mère. James! Je ne voulais pas emmener Moira parce que je n'avais pas vu ma mère depuis longtemps et je voulais voir d'abord quelle serait sa réaction. À sa grande surprise, sa mère est ravie de le voir. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas parlé. Peut-être que les choses allaient enfin s'améliorer. James raconte son nouvel amour à sa mère. J'ai décrit Moira, je lui ai dit à quel point on s'entendait bien, et elle m'a demandé qui était son père. Mais dès qu'il lui en dit un peu plus, sa mère craque. Elle s'est couvert le visage de ses mains et elle m'a dit « Tu n'es pas sérieux ». J'ai pensé qu'elle avait peut-être bu. Elle s'enferme dans la salle de bain. James n'y comprend rien. Elle y est restée des heures et je ne voulais pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Mais elle refuse de lui dire ce qui ne va pas. Elle a juste dit « Tu dois rompre ». À son retour, James raconte ce qui s'est passé à Moira. Je crois qu'elle a flippé. Qu'est-ce que ça signifie? Sa mère est-elle jalouse du nouvel amour de son fils? À voir son expression, je ne comprenais plus rien. Moira lui dit d'oublier, mais il n'y arrive pas. Il appelle sa mère. Elle était très calme au téléphone. Elle a juste dit qu'elle avait quelque chose à me dire. Je lui ai demandé si elle allait recommencer comme la dernière fois. Elle m'a répondu « Écoute-moi ». Mais James ne peut pas croire ce qu'elle lui révèle alors. Il était toujours au téléphone avec sa mère, alors je ne savais pas ce qu'il se disait. Mais quand il a raccroché, il m'a tout expliqué. James vient d'apprendre que Moira, la femme de sa vie, la mère de son enfant, est en fait sa sœur. Elle a dit que tu étais ma sœur. J'ai dit « Non, ce n'est pas vrai, elle ment. Elle a tout inventé. » À l'évidence, elle a perdu l'esprit. Ça recommençait comme avant. J'espérais vraiment que c'était le cas, qu'elle cherchait juste à provoquer la pagaille. C'est impossible. Ils tentent de poursuivre leur vie, mais cette étrange révélation les obsède. On ne pouvait pas être frères et sœurs, je ne pouvais pas y croire. La seule façon de savoir la vérité serait d'avoir une conversation avec le père de Moira. Ma mère dit que vous êtes mon père. Comment annoncer ça? C'est impossible. Finalement, Moira prend son courage à deux mains. Moira lui a raconté ce qui s'était passé avec ma mère. Elle dit que c'est vrai. Mon père était en état de choc, horrifié, totalement incrédule. Mais lorsque James lui donne le nom de sa mère, il ne peut plus nier la vérité. À voir son expression, il n'y avait aucun doute. Il leur raconte qu'il a eu un enfant avec la mère de James quand il était jeune. Le juge a confié la garde du bébé à la mère et lui a interdit de le voir. Cet enfant, c'était James. Il a confirmé que c'était vrai. Moira est ma sœur. Et son père est mon père. Dès leur première rencontre, un homme et une femme ont l'impression de se connaître depuis toujours. Et dans un certain sens, c'est vrai, car ils sont frères et sœurs. Est-ce vraiment arrivé? Un peu de patience, vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais d'abord, écoutez ceci. Mini-légende numéro 557, l'accident de ski. Au sport d'hiver dans les Alpes, Rachel Bedouin se retrouve avec une envie pressante en haut d'une piste noire. Craignant de ne pouvoir se retenir à cause des bosses, elle s'accroupit derrière un arbre pour faire pipi, mais elle glisse et dévale toute la pente les fesses à l'air. Heureusement,
elle n'est pas sérieusement blessée. Son frère, en revanche, a tellement ri en la voyant qu'il en est tombé du télésiège. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Non, c'est faux. Bien de nombreuses versions de cette histoire circulent. Ça n'a jamais été la vérité toute nue. Légendes urbaines vous propose 3 sujets insolites. À vous de deviner ceux qui sont authentiques et ceux qui sont de pures élucubrations. Vous avez vu l'histoire du terroriste reconnaissant qui donne à une inconnue un tuyau qui lui sauve la vie. Et celle d'un homme et d'une femme qui ignorent que leur amour est incestueux. Laquelle est vraie? Tout vous sera révélé à la fin de l'épisode. Passons maintenant à notre dernière légende, un tueur sanguinaire. Pour Susan King, il n'existait pas d'endroit plus sûr que sa petite ville assoupie de Manistee, au Michigan. On en entend parler, mais ça n'arrive qu'aux autres. Elle a été témoin d'un événement si extraordinaire que même la police a eu du mal à y croire. Je savais à quoi je m'attaquais, mais je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Et quand tout a été fini, ni elle ni sa ville natale n'ont plus jamais été les mêmes. Cette histoire hallucinante débute par un banal après-midi de 2003, alors que Susan arrive chez sa sœur. J'allais descendre de voiture quand j'ai vu le Dr Fields sortir de chez elle. Une visite du médecin de famille est rarement de bon augure. Je me suis dit que ma sœur devait être malade. Mais le spectacle qui l'attend dépasse ses pires craintes. Elle était étendue par terre. Ma sœur était morte. Quelques instants plus tard, la police arrive. Ils interrogent Susan, qui elle aussi se pose des questions. Qu'est-ce que le Dr Fields faisait là? Il l'avait forcément vue. Il ne pouvait pas être entré sans la voir. Pourquoi n'avait-il pas donné l'alerte? Il semblait tellement calme. Mais la police doute de l'histoire de Susan. Je ne voyais pas comment c'était possible. Le Dr Fields était un praticien très respecté. L'affaire se complique lorsqu'on interroge le médecin. Il a nié s'être rendu sur les lieux. Quelqu'un ment. Heureusement, il y a un moyen facile de savoir qui. On avait recueilli un échantillon d'ADN sur la scène de crime. Cela nous suffisait pour demander au Dr Fields un prélèvement de son propre ADN, ce qu'il a accepté, sans problème. L'analyse confirme les soupçons des enquêteurs. Les résultats étaient négatifs. Son ADN ne correspondait pas à celui de la scène de crime. Fields dit la vérité, il n'était pas là. La police classe l'affaire. Avec les résultats de l'analyse, le récit de Susan King est devenu suspect. Que s'est-il donc passé? Le choc de la mort de sa sœur a-t-il troublé la mémoire de Susan? Nourrit-elle un grief secret contre le Dr Fields? Ou bien a-t-elle tout inventé? Allons-y, on reste en contact. Mais Susan n'en démord pas. Elle sait ce qu'elle a vu et prend une décision risquée. Je savais qu'il fallait que j'aille plus loin, que je tente quelque chose. J'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai engagé un détective privé. Ce dernier file le docteur durant 1 mois. Il a été très efficace. Il a réussi à prendre des échantillons de salive. C'était incroyable. L'ADN est analysé par un laboratoire privé et les résultats transmis à la police. Coup de théâtre, l'ADN du médecin correspond à celui retrouvé sur la scène du crime. Le labo aurait-il fait une erreur? C'était suffisant pour que je le fasse revenir afin de pratiquer des tests plus complets. Par respect pour le médecin, ce deuxième prélèvement sera le moins invasif possible. Une simple piqûre sur le doigt. Quand le technicien a voulu lui piquer le doigt, le docteur a expliqué qu'il avait une maladie qui rendait la chose impossible
et a présenté son bras à la place. Comme je ne connaissais rien aux problèmes médicaux, je n'ai pas réagi à ce moment-là. Mais le sang tiré de son bras n'a pas l'air normal. L'aiguille n'était peut-être pas très propre, ou bien il s'était passé quelque chose durant le transfert de l'échantillon. Il faut refaire un prélèvement, mais le docteur Phil s'y oppose. C'est alors qu'ils font une découverte stupéfiante. J'étais sidérée. Jamais la police n'avait vu un criminel aussi astucieux. Je ne croyais pas ça possible. Il s'est créé une fausse veine. Il s'était implanté un tube dans le bras, là où on fait les prises de sang. Pas étonnant que l'échantillon prélevé juste après le meurtre ne corresponde pas. Ce n'était pas le sang du docteur Fields. Je me suis dit que quelqu'un devait l'avoir aidé. Mais je ne savais même pas qu'une telle chose existait. Mais Fields n'avait pas prévu qu'un second prélèvement serait pratiqué plus d'un mois plus tard. À ce moment-là, le sang volé s'était nettement dégradé. Suzanne est enfin hors de cause et le médecin avoue avoir eu une liaison avec sa sœur qu'il a fini par assassiner. Il est condamné pour homicide volontaire. Je ne pouvais pas le croire. C'était mon docteur. C'était inconcevable. Un médecin triche à un test ADN et réussit presque à cacher un meurtre en s'implantant une veine remplie de sang volé. Mais est-ce vraiment arrivé ? Il est temps de vous révéler la vérité sur nos 3 histoires incroyables. Tout d'abord, le cas du terroriste qui sauve une femme qui s'est jetée devant une voiture pour le sauver lui-même. Réalité ou fiction ? Bien que certains pubs anglais aient subi des attentats, cette histoire n'est pas vraie. Je ne suis pas Carol Richardson. Cette légende court depuis des dizaines d'années, mais ce serait trop beau. Un terroriste qui se respecte ne prévient pas le public avant de frapper. Ensuite, le cas du couple qui tombe fou amoureux sans savoir qu'ils sont en réalité frères et sœurs. Qu'en pensez-vous ? Je suis Moira. Je suis James. Et c'est une histoire vraie. Toujours ensemble, ils espèrent avoir d'autres enfants et vont se marier en Suède, le seul pays où il est légal d'épouser un membre de sa fratrie. Et enfin, le récit du médecin astucieux qui a presque réussi à dissimuler son crime en s'implantant une fausse veine. Vrai ou faux ? C'est un crime horrible et il a failli s'en tirer. Mais ça ne m'est pas arrivé. C'est une pure affabulation. Un crime similaire a été commis il y a quelques décennies. Mais avec les tests ADN actuels, il n'est plus aussi facile de tromper son monde. Nous voici à la fin de cet épisode. Avez-vous pu reconstituer le puzzle ou vous êtes-vous égaré dans un dédale de mensonges? D'une manière ou d'une autre, vous pourrez exercer vos talents de détective lors du prochain épisode de Légendes urbaines.